Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Bonne année à tout le monde, 2023 va être une année chargée en rugby avec la Coupe du Monde qui démarre le 8 septembre. Mais avant cela, il reste un tournoi à gagner dans une configuration légèrement plus compliquée que celle de l'année dernière, puisque les Bleus vont devoir aller gagner en Irlande, mais aussi à Twickenham en Angleterre, où ils ne se sont pas imposés depuis 2005. Et je mettrai ma main à couper que Galtier et ses hommes ont coché cette case sur leur calendrier et qu'ils ont pris de bonnes résolutions pour aller gagner en Angleterre. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que je pense être le crunch le plus fou de l'histoire du tournoi, sur un match dingue avec plus de 90 points marqués au total, 12 essais inscrits, du jeu dans tous les sens. C'est vraiment une partie qui a marqué l'histoire du tournoi par son enjeu et par son contenu. Et puisqu'on parle de bonnes résolutions pour le 15 de France, je parie que parmi vous, il y en a qui se disent qu'après les fêtes et les excès du réveillon, il y avait moyen de prendre de bonnes résolutions par rapport au fait de bien manger et de se remettre à cuisiner. On te voit là-bas, là, en train de dégommer ta 27e boîte de chocolat. Et donc ça tombe bien puisque cette vidéo est en partenariat avec HelloFresh. HelloFresh, c'est quoi? C'est une plateforme qui vous aide à mieux manger en vous livrant des produits frais et sains pour réaliser des recettes simples et savoureuses. Le process, il est très simple, vous allez sur le site ou sur l'appli HelloFresh, vous parcourez les recettes et là vous choisissez les recettes qui vous plaisent le plus. Et quelques jours plus tard, vous recevez votre box avec tous les produits pour réaliser votre repas. Et moi qui suis plutôt un gros mangeur et qui aime bien cuisiner, je suis très content de pouvoir vous présenter ça. Donc là, je viens de recevoir ma box, on va regarder ce qu'il y a dedans et les recettes que j'ai choisies. Donc vous voyez, ça se présente sous cette forme-là. Donc là, j'ai le menu avec les recettes. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'emballage carton parce qu'ils essayent de diminuer au maximum le plastique. Donc ça, c'est quand même un bon effort. Donc ce soir, je pense que je vais me faire ce wok de nouilles sautées sauce cacahuète. En plus, vous voyez, c'est assez rapide à faire. 25 minutes. Ça tombe bien parce que moi, je suis un gros mangeur et donc cuisiner, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et en plus, ça va me donner bien conscience parce que après les matchs, je défonce les buffets au clubhouse. Donc là, je pense que c'est aussi un moyen de contrebalancer tout ça. On peut voir que les recettes sont très bien expliquées, c'est illustré, il y a même les valeurs nutritionnelles. On peut voir que c'est pour 2 personnes, mais moi je me connais, je pense que je vais tout défoncer tout seul. Moi là, je vais me régaler. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'avec mon code OVALISE85, vous avez 85 € de remise sur vos 3 premières box. Donc maintenant que vous savez ça, retour à la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, normalement, si tu suis la chaîne depuis un petit moment et que tu connais ce format des rétro rugby, tu sais que j'aime bien mettre un petit rappel pour qu'on puisse se remettre dans le contexte du match. Nous sommes le 21 mars 2015. Le tournoi en est à sa 5e et dernière journée et 3 équipes sont au coude à coude pour remporter le titre. Irlandais, Gallois et Anglais sont en effet tous les 3 dans le sprint final après avoir tous les 3 concédé une défaite pour 3 victoires. Mais les Irlandais prennent l'avantage en battant largement les Écossais 40-10 et grimpent à la première place virtuellement devant les Gallois qui viennent d'exploser les Italiens sans pour autant réussir à obtenir un meilleur goal average. Tous les regards sont alors tournés vers le dernier match de cette édition, le fameux crunch qui oppose les deux ennemis de toujours, l'Angleterre contre la France, la perfide Albion contre le valeureux Cocorico. L'Irlande étant virtuellement championne, il faut attendre la fin du match pour désigner le vainqueur final de cette édition 2015. En effet, pour passer devant, le 15 de la Rose ne doit pas seulement gagner son match, mais elle doit le faire avec une avance de 27 points minimum. Parce que comme ça, elle aura un goal average, donc une balance de points marqués, points encaissés, supérieure aux Irlandais. Un challenge pas insurmontable face à des Bleus ternes qui stagnent à la 4e place depuis plusieurs années, mais qui n'est pas non plus gagné d'avance. Mais l'issue de ce match n'a pas pour seul enjeu la victoire dans le tournoi destination, parce que je rappelle qu'on est en 2015, année de Coupe du Monde où elle doit se tenir en Angleterre. Le sélectionneur Stuart Lancaster et ses hommes doivent ainsi absolument affirmer leur domination sur l'Europe pour engranger la confiance et finaliser leur plan de jeu. Du côté français, les partenaires de Thierry du Sautoir ont battu l'Écosse et l'Italie, mais n'ont pas su rivaliser face aux Irlandais et aux Gallois. Sans aucun espoir de titre, ni même de figurer sur le podium, leur motivation est avant tout de finir sur une bonne note, et surtout d'empêcher leurs rivaux anglais de gagner le trophée. Eux qui ne se sont pas imposés en Angleterre depuis une décennie, savent que les Anglais vont tout mettre en œuvre pour les enfoncer, afin de combler leur retard au goal average. Ils s'apprêtent alors à jouer chez leurs pires ennemis, à Twickenham, dans l'antre de la bête, sans réelle certitude sur leur plan de jeu ni sur leur capacité à tenir le choc, mais avec une seule envie, un seul objectif, gâcher le plaisir des Angloches. Et ça, s'il y a bien une chose que les hommes de Saint-André savent faire à cette époque, c'est bien gâcher le plaisir. Ouais bon, j'avoue, elle pique un peu celle-là. Ouais, je suis mauvais, ouais 2023, je suis mauvais, ouais. Mais trêve de plaisanterie, vous connaissez le contexte, maintenant est venu le temps de scruter les compos des deux équipes. Côté anglais, la première ligne est composée du punk Joe Marler, du voyou Dylan Hartley et du goré Dan Cole. En deuxième ligne, Geoff Parling est aligné aux côtés du redoutable Courtney Lawes.
Et enfin, la troisième ligne ne fait pas rigoler, avec Billy Vunipola au centre, escorté des rugueux James Haskell et Chris Robshaw, qui est le capitaine du 15 de la Rose. À la charnière, Ben Youngs à la mêlée et George Ford à l'ouverture ont les clés du camion, accompagnés au centre de Leather Burrell et de l'intenable Jonathan Joseph, à l'époque grand espoir au poste de second centre. Et enfin, le triangle arrière est tenu par les flèches Anthony Watson et Jack Nowell, et par l'insupportable Mike Brown. Côté tricolore maintenant, le belge Vincent Debatty figure en pilier gauche aux côtés de Guillaume Guirado et du bus Nicolas Mas. Alexandre Flancard et Johan Maestri forment l'attelage en deuxième ligne, tandis que la troisième ligne est composée du capitaine Thierry Dussautoir, accompagné de Bernard Leroux et de Loan Goujon. Sébastien Thiusbord ainsi que Jules Pisson disposent des rênes du jeu. Au centre, l'expérimenté Maxime Mermoz est associé au jeune Gaël Ficou, et derrière, Johan Huget et le Fidjien Noah Nakaitasi sont aux ailes, tandis que le Sud-Africain Scott Spedding couvre le fond de terrain. Sur le banc, on va passer rapidement, les Anglais disposent de Youngs, Vunipola, Brooks, Easter, Wood, Wigglesworth, Cipriani et 12 Trees, pour faire face à Kaiser, Slimani, Antonio, Taufifenua, Chouli, Cocotte, Thales et Bastaro. Les dés sont jetés, les supporters entament leur chant, Twickenham est prêt pour ce match qui doit désigner le vainqueur du tournoi. Le coup d'envoi est lancé par Jules Plisson, aussitôt récupéré, la gonfle n'est pas dégagée au pied mais jouée à la main. Sur cette première offensive, les Anglais se montrent déjà menaçants, mais le double plaquage français fait commettre une faute de main à Burrell. Plus de peur que de mal, mais les Anglais affichent leurs ambitions, ils comptent bien prendre d'emblée l'avantage au score pour combler au plus vite ces 27 points de retard. Cette volonté se retrouve en mêlée, où les avants anglais parviennent à mettre leur vis-à-vis en difficulté, rendant le ballon difficile à sortir pour Thiusbord. Huget vient à la rescousse, mais aussitôt assailli par les défenseurs, forçant ainsi un grand nombre d'avants et même Maxime Mermoz à venir se consommer dans le ruck pour en assurer la conservation. Alors que l'attaque française est clairement en sous-nombre, vu que les 3/4 de l'équipe sont soit au sol, soit en train de se replacer, Thiusbord décide tout de même d'écarter et de servir Jules Plisson, pourtant bien seul face à la montée agressive des Anglais. Privé de solution, l'ouvreur décide pourtant de passer à Ficou, qui attaque tout seul la ligne, au lieu de tenter de se dégager au pied. Et dans ce genre de situation foireuse avec des décisions pas ouf, c'est rare que les choses se passent au mieux. La passe est mal ajustée et manque sa cible avant d'être rattrapée par Joseph, qui a alors un boulevard devant lui et beaucoup de partenaires en soutien. Lancée, l'attaque anglaise déroule, ses joueurs se passent le ballon devant une défense impuissante, et Youngs termine dans l'embut au bout d'à peine 1 minute de jeu. Twickenham exulte, les supporters anglais en sont persuadés, leur équipe ne va faire qu'une bouchée des Français et rafler le trophée au nez et à la barbe des Irlandais. Pas démontés, les Bleus tentent de mettre leur jeu en place, mais pris dans la dimension physique et coffrés au ballon, ils concèdent une mêlée avant d'être pénalisés sur celle-ci. Heureusement pour eux, Ford manque la pénalité, mais ce début de partie semble être résolument à l'avantage du 15 de la Rose. Cependant, les hommes de Lancaster commettent eux aussi des erreurs, Haskell ne parvient pas à contrôler la passe que lui adresse Ford et les Français mettent ainsi la main sur le ballon. Dans le sillage du bus Nicolas Mas, les tricolores progressent avant d'écarter pour lancer leur première attaque concrète de la partie. En bout de ligne, Nakaitasi gagne des mètres, suivi par ses gros qui jouent auprès. Mais malheureusement, Plisson, de nouveau, va louper sa passe pour Bernard Leroux. Nigel Owens revient cependant à une mêlée suite à l'en avant de Leather Burrell. La mêlée française est idéalement située, en plein centre du terrain, offrant aux 3/4 un grand nombre d'options pour lancer leur attaque. Cela force ainsi la défense anglaise à se répartir des deux côtés de la mêlée et à concéder un sous-nombre sur son aile droite. Plisson est servi sur la gauche, il fixe et donne pour Mermoz, la défense anglaise elle est en retard, et les deux centres parviennent à se trouver et à jouer le 1-2. Mais cependant, une fois le ballon au sol, Thiusbord tergiverse en sortie de ruck, il retarde sa passe, ce qui permet à la défense de se ressaisir et d'accueillir Flancard comme il se doit, une vraie petite passe de fouine dont seuls les demi-mêlées ont le secret. Comme souvent sur ce genre d'action, la défense prend le pas sur l'attaque et les Anglais récupèrent la gonfle sur le contre-ruck. Ayant bien lu le jeu et le manque de couverture française, Youngs inverse la pression avec un dégagement bien senti. Pas très serein et en manque de communication, Goujon et Plisson se gênent à la retombée, manquant ainsi de peu d'offrir une nouvelle occasion d'essai aux Anglais. Mais les dieux du rugby sont joueurs et Ford commet un en avant. C'est un nouvel avertissement quant à la qualité des transmissions tricolores, il faut absolument régler ce détail au risque de passer une sale soirée. Quelques minutes plus tard, Dussautoir met à profit ses qualités de gratteur et glane une pénalité facile à 30 mètres en face des poteaux. Plisson prend les points et ouvre alors le score de son équipe. Suite au renvoi, les Britanniques lancent leur attaque, bien aidés par le char d'assaut Billy Vunipola, mais on sent que les Français commencent à se réveiller, en témoigne ce bon tampon de Guirado sur Parling, ce qui force Youngs à taper au pied pour se délester de la pression. Spedding réplique immédiatement avec une bonne touche trouvée en terrain anglais, mais Brown, fidèle à la volonté offensive de son équipe, décide de vite la jouer et Ford tape haut dans le ciel de Londres. Si les Bleus parviennent à récupérer le ballon à la suite de cette chandelle, Plisson s'illustre une nouvelle fois en se faisant contrer dans son dégagement, forçant Spedding à trouver la touche en catastrophe. À ce moment-là du match, le supporter français est moyen, il est en train de se dire « Boudiou, ça sent pas bon, on va finir par en prendre 40 ».
Alors oui, certes, mais sur la touche, les 3/4 anglais attaquent le centre du terrain en visant Plisson, tandis que les avants vont vite se replacer dans la largeur pour jouer dans le sens. Mais en voulant déblayer Guirado qui s'accroche au ballon comme un beau diable, Joseph va malencontreusement faire gicler la gonfle hors du ruck, permettant ainsi à Flancard de découper Youngs. La passe du demi-de-mêlée pour Lowes est donc mal ajustée et atterrit miraculeusement dans les pieds de Tyus Board, qui n'a aucun mal à accélérer et à déborder le pauvre pilier Dan Cole pour aplatir le premier essai français et prendre l'avantage au score. La raison de ce boulevard et de cette absence totale de défenseurs, elle est simple. Les avants anglais, comme je l'ai dit, se sont tous retrouvés à aller jouer sur l'extérieur, délaissant l'intérieur du jeu, donc là où a été jouée la touche quoi, tandis que les arrières anglais, au moment de la perte de balle, étaient tous soit au sol, soit beaucoup trop loin pour revenir. Et sur cette phase de jeu, Guirado fait un boulot incroyable parce qu'il consomme beaucoup de défenseurs, beaucoup l'attention des Anglais qui sont obligés de se consommer dans le ruck et ne sont absolument pas prêts à venir se replacer en défense. Surprise par la perte de balle, l'attaque anglaise n'a ainsi pas le temps de se muer en défense et se retrouve totalement impuissante face à cet essai 100% French Chat. Plisson manque la transformation, mais voilà nos Français revigorés par ce joyeux concours de circonstances. Plus en confiance, les Bleus n'hésitent ainsi pas à attaquer de leur camp à la main et à tenter des gestes un peu plus audacieux, tout en profitant également des maladresses anglaises. Coupable d'un nouvel en avant, Haskell concède un turnover aussitôt exploité par Spedding. L'arrière profite du fait que le fond de terrain soit délaissé pour taper par-dessus la défense et se paye même le luxe de récupérer le ballon à la retombée. La balle est vite digérée et enfin Plisson ajuste sa passe pour trouver Mermoz qui alerte ensuite Ficou. Alors menacé par la montée en pointe de Watson, le centre toulousain réalise une sublime passe sur le pas pour Guirado. Le décalage est créé, le talonneur met les gaz et joue parfaitement le 2 contre 1 avec Nakaitasi. Ce dernier met les voiles, pénètre dans l'embut, mais tarde à aplatir, ce qui permet à Youngs de venir le chasser. Le Fidjien d'origine aplatit le ballon en catastrophe, semblant sortir en ballon mort au même moment. Le public de Twickenham exulte, d'un côté les supporters français sont persuadés que l'essai est inscrit, tandis que de l'autre, les Anglais se réjouissent de ce raté. Nigel Owens demande l'assistance de son arbitre vidéo, et nous avons droit à de longues minutes de conciliabule au cours desquelles tous les plans sont décortiqués image par image. Si l'ailier semble effectivement avoir aplati juste avant la ligne, cependant sa maîtrise du ballon est contestable et prend plus de temps à analyser. Finalement, l'essai est accordé car je rappelle que pour qu'un essai soit valide, faut pas forcément qu'on ait le contrôle du ballon, mais simplement qu'on soit en contact avec lui tout au long de sa descente vers l'embut. Les Anglais viennent donc de concéder un deuxième essai consécutif sur une action initiée depuis les 22 mètres français. Les Bleus mènent 15-7 et viennent de mettre un sacré coup de clim à Twickenham. Mais les mangeurs de pudding ne sont pas au bout de leur peine parce que le franco-fidjien vient de se réveiller. Sur le renvoi, il élimine Watson et déboule le long de la touche avant de trouver Mermoz. Le soutien est là, Flancard se débarrasse de Vunipola avec un méchant raffut et s'apprête même à servir son ailier pour un potentiel troisième essai. Malheureusement, le fourbe Mike Brown lui agrippe le bras et le ballon est dégueulé. Ford parvient à dégager, mais les Bleus repartent à l'attaque et emballent avec une succession de passes périlleuses jusqu'à Huget. En balayant le terrain de la sorte, les tricolores s'approchent de l'embut adverse, jusqu'à ce qu'un ruck improductif ne leur rende la mêlée. Phase de jeu, sur laquelle ils poussent les Anglais à la faute. Malheureusement, Plisson manque la pénalité, pourtant largement dans ses cordes, et l'équipe de France n'est pas récompensée pour ses efforts. Quelques instants plus tard, à la 24e, oui, on en est qu'à la 24e, je sais, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Donc je disais, on en est à la 24e, alors que les Français sont en train de relancer à la main depuis leurs 22 mètres, va se produire l'une des actions les plus marquantes du rugby de ces 10 dernières années. Le ballon est difficilement conservé, ce qui force les joueurs français à se consommer dans le ruck. Tyus Board peine à éjecter rapidement et sert Plisson alors totalement tourné vers son attaque. Il prend du temps à faire sa passe car ses partenaires les plus proches, Ficou et Nakaitasi, ne sont pas vraiment lancés et prennent du temps à arriver. Et dans le même temps, il ne perçoit pas le danger de Lowes qui arrive droit sur lui avec des intentions pas vraiment pacifiques. Le deuxième ligne anglais le percute avec 10 mètres d'élan, juste au moment où le ballon quitte les mains de l'ouvreur et où il se relâche. Le choc et la différence de poids sont tels que Plisson est renversé à l'horizontale, sa tête balance de manière impressionnante avant de se planter dans le sol. Les images sont choquantes, terrifiantes même, et nombreux sont les spectateurs à se demander par quel miracle l'ouvreur français parvient à se relever. Mais malgré la violence des images, le geste est considéré comme licite. Lowes arrive en effet dans le bon timing, à la bonne hauteur, et il ne fait aucun geste de bascule. Le joueur français reprend péniblement sa place, la partie continue, les Français sont pénalisés sur la mêlée qui suit, et Ford comble un peu l'écart. Tandis que Jules Plisson, sûrement toujours un peu secoué, en manque une relativement facile. À ce moment du match, les Français viennent déjà de laisser échapper 8 points au pied. De leur côté, les Anglais semblent sortir de leur état de choc après ces deux essais français. Dan Cole récupère un ballon, et le turnover est tout de suite mis à profit par Youngs,
qui s'échappe alors que plus de la moitié des joueurs français sont encore stationnés autour du ruck. Les espaces sont béants, les partenaires au soutien, les passes s'enchaînent et Watson marque en coin. Le 15 de la Rose reprend ses droits sur la partie, 17-15 pour les locaux. Mais les tricolores ne lâchent rien pour autant et parviennent à mettre leur jeu en place en conservant le ballon pour jouer en terre anglaise. Malheureusement, ils finissent par se heurter à un mur infranchissable au niveau des 40 mètres. Les libérations se font plus dures et les Bleus sont mis sur le reculoir, obligeant Pisson à rendre le ballon au pied. Quelques instants plus tard, Flancard parvient à contrer Ford et Ficou est immédiatement présent pour pousser au pied jusqu'à trouver une touche dans les 5 mètres anglais. Mais alors que les Français arrivent tranquillement pour jouer la touche, les Anglais, eux, décident de jouer vite et contre-attaquent depuis leur embut. Joseph déchire la ligne et tape à suivre, mettant le roux sous pression et Goujon est pénalisé au sol. L'arrière Mike Brown insiste en jouant vite le ballon et sur le temps de jeu suivant, Youngs trouve un espace dans le retour, feinte la passe pour Lowes et inscrit le 4e essai de son équipe. L'Angleterre vient de mettre KO debout son adversaire et compte bien continuer à l'enchaîner. La mi-temps se termine après une nouvelle faute tricolore, Ford enquille, l'Angleterre rentre au vestiaire avec 12 points d'avance, presque convaincu que les 15 points qui lui restent à marquer ne seront qu'une simple formalité. Pourtant, ce sont bien Dussautoir et ses partenaires qui prennent les rênes de cette seconde mi-temps. Et il ne fallait alors pas trop traîner à la buvette au risque de louper des actions importantes. Profitant d'une touche directe de Ford, ils lancent leur attaque en territoire britannique. Les ballons sortent vite, les soutiens sont efficaces, la défense anglaise recule et les joueurs se trouvent parfaitement, comme sur cet appel de Dussautoir pour Maestri. Encore quelques temps de jeu supplémentaires et les voilà sur les 5 mètres adverses. La défense anglaise est complètement concentrée auprès, vous voyez le nombre de joueurs anglais qui sont dans la zone du ruck, c'est le moment qu'attend T. Husbord pour écarter à destination de Guirado. Le talon, tel Sonny Bill Williams, gagne la ligne d'avantage et sert superbement Mermoz après contact qui file en terre promise. Mais les Anglais ne se font pas prier non plus. Quelques minutes plus tard, la défense française tarde à se replacer et Youngs fait les bordures, il éclipse Dussautoir et sert son ouvreur qui plonge entre les perches. La seconde mi-temps n'a repris que depuis 6 minutes, 2 essais ont déjà été inscrits, les deux équipes semblent décidées à se répondre coup pour coup. Et là, par moments, le jeu va commencer à s'emballer et à devenir quelque peu brouillon. Les Anglais chippent le ballon en mêlée grâce à une forte pression, Ford veut pousser au pied mais il est contré par Spedding, Dussautoir veut partir au ras mais il échappe le ballon, Parling se jette dessus mais se met à la faute, je vous jure, ça commence à être la foire. Et cette envie de tout relancer, de tout jouer à la main, finit par porter préjudice aux Bleus. Sous pression après un ballon poussé au pied, l'arrière français Scott Spedding tente de relancer en débordant la défense, mais il est repris par Hartley et Lowes et il échappe la gonfle au sol pour le plus grand plaisir des Britanniques. Ford lance le jeu sur l'extérieur où des espaces se créent, et malgré un plaquage très juste de Huget sur Burrell, les Anglais insistent. Le Roux et Maestri communiquent mal et font alors l'erreur de défendre à deux sur George Ford, ce qui libère logiquement Nowell en bout de ligne. Avec la transformation, les Anglais passent la barre des 40 points et peuvent de nouveau espérer le titre. Cependant, ils se compliquent légèrement la tâche en devant évoluer à 14 pendant 10 minutes suite au carton jaune d'Haskell pour ce joli tacle sur Plisson. Refusant de fermer le jeu, les Français continuent de prendre des risques en attaquant depuis leur camp, mais cette fois-ci, le jeu est un petit peu plus en place. Mermoz fait un travail remarquable pour fixer Watson et Ford avant de décaler l'intenable Nakaitasi en bout de ligne. Dans son rôle de funambule, l'ailier s'échappe une nouvelle fois, cassant plusieurs plaquages avant de servir son premier soutien qui est Vincent Debatty. Oui, vous ne rêvez pas, Vincent Debatty, ce pilard de 130 kg, 33 ans, qui vient de faire une course de 100 mètres après 1 heure de jeu dans les pattes, le Clermontois se débarrasse de Ford comme d'un moucheron agaçant et relance son équipe en marquant dans le coin gauche. La transformation ne passe pas, mais les Français reviennent tout de même à 11 points, il reste 20 minutes et tout est encore possible. Dans les tribunes, Saint-André et ses adjoints, désabusés, semblent ne pas vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et ils font bien de se faire du souci car dès le renvoi, les Bleus se mettent à la faute suite à un nouveau ballon relancé à la main et les Anglais partent en pénal-touche. Cela leur permet d'investir les 22 Français et de lancer les chars d'assaut jusqu'à ce que Billy Vunipola, escorté de son frère Mako, ne finisse par franchir la ligne. Nigel Owens accorde l'essai, malgré selon moi un petit doute quant à sa validité, les images montrant que le 8 a peut-être lâché la balle au moment d'aplatir. Mais ça c'est du détail, on n'a pas le temps enfin. À peine 1 minute plus tard, les Français répliquent une nouvelle fois, grâce à un maul suivant une pénale touche, les avants bleus enfoncent leurs adversaires et Benjamin Kaiser marque le 5e essai tricolore. Quand je vous dis qu'on n'a vraiment pas le temps de souffler, c'est pas du figuré, je sais même pas comment les types ils peuvent tenir le rythme.
À la 74e, le 15 de la Rose fait le siège dans les 22 mètres français. Bénéficiant d'une mêlée, ces joueurs décident de lancer leur attaque. Le centre 12 Trees est servi en première main et il bénéficie de nombreuses options. On a Joseph à son extérieur immédiat qui vient attaquer l'intervalle entre Fickou et Bastaro, tandis que Ford et Noël convergent. Notons aussi que Thalès et Nakaitasi, initialement postés dans le fermé, sont en retard, ce qui permet aux Anglais d'attaquer avec 2 joueurs supplémentaires. Mais revenons à 12 Trees, il va fixer Bastaro et il passe dans le dos pour son ouvreur. Le but de Ford est alors de fixer Fickou pour qu'Ugé se retrouve à devoir défendre soit au près sur Noël, soit plus au large sur Cipriani et Brown. En d'autres mots, Ugé est foutu et sa situation est quasi indéfendable. Et ce d'autant plus que Ford feinte une première fois la passe pour l'extérieur, ce qui envoie Ugé sur le large et ouvre la porte pour Noël qui surgit dans l'intervalle et marque le 7e essai de son équipe. La transformation passe, les hommes de Lancaster sont à 20 points d'avance, plus qu'un essai transformé et ils seront sur le toit de l'Europe. Le public anglais y croit et commence à clamer son enthousiasme. Une joie qui est cependant vite mise au silence par cette filouterie de cocotte qui perce plein champ. Malheureusement, Fickou envoie un véritable parpaing à Leroux qui part au casse-pipe et les Bleus sont pénalisés au sol. La pénale touche permet aux Britanniques de revenir dans le camp français, le temps presse, il ne reste plus que 3 minutes avant le coup de sifflet final. Mais la défense tient bon et Fickou envoie Cipriani en touche. Et là normalement, si t'es un joueur français et que tu veux que les Anglais perdent le tournoi, ce que tu fais, c'est que tu joues la touche calmement, t'attends que les avants viennent se placer tranquillement, qu'ils prennent du temps, etc. Tu lances le ballon, tu gardes la gonfle, tu fais 2-3 temps de jeu et tu tapes en touche, c'est fini. Amateur. Évidemment, Ugé joue vite pour son talonneur, alors que tous les autres joueurs sont désorganisés et pas du tout prêts à jouer. Le ballon est dégueulé, Owens revient heureusement à une mêlée en faveur des Bleus, mais on va concéder une pénalité là-dessus, forcément. C'est la pénalité ultime, celle de la gagne, celle qui devrait permettre aux Anglais de marquer un essai transformé et de passer devant les Irlandais. Ford va en touche et les avants enclenchent un maul. Tous les Angloches prennent part au ballon porté, à l'exception de Cipriani et de Noël qui restent dans la ligne, mais c'est un véritable monstre à 26 pattes qui s'avance dangereusement de l'embut français. Mais de manière surprenante, les Bleus parviennent à écrouler l'édifice sans se mettre à la faute, et c'est même Rory Cocotte qui va gratter la pénalité qui met fin aux espoirs anglais. Le demi tape en touche, et c'est terminé. Bah non, évidemment, je rigole, Yoann Ugé débarque, il s'empare du ballon, il décide de jouer à la main alors qu'il n'y a strictement rien à gagner. Et si on regarde la scène dans le détail, on dirait bien que son capitaine lui dit de la sortir pour mettre fin à la partie. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, du sautoir il soit vraiment chaud pour attaquer alors qu'ils sont dans leur embut. L'ailier envoie alors bien sûr Antonio péter en plein dans les Anglais, là où ils sont tous concentrés, au lieu d'essayer d'attaquer les grands espaces au large. Le ballon est à la limite d'être gratté, et il est même dégueulé hors du ruck, immédiatement assailli par les Anglais morts de faim, mais les Bleus réussissent à le conserver, je sais pas trop comment, et encore une fois, Cocotte choisit de jouer depuis son but alors qu'il a parfaitement le temps de dégager, mais il finit par entendre raison devant la furia anglaise et met fin au match sous les huées de Twickenham. Les Anglais sont dépités, c'est hyper jouissif à voir, et on a même droit à une scène post-crédit d'anthologie. Alors que Rob Shaw prend l'arbitre à partie pour lui demander réclamation, Ugé s'empare de la main du capitaine anglais pour la serrer et bien lui signifier que ce match est terminé et que le trophée vient de lui passer sous le nez. En vrai, je pense que c'est sûrement l'une de ses meilleures actions en bleu. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce match est un match qui, je pense, va rester dans les mémoires parce qu'il est vraiment à contre-courant du rugby pratiqué dans l'hémisphère nord à cette époque. Traditionnellement, les 6 nations, depuis le passage au professionnalisme, c'est surtout un tournoi qui fait la part belle à la défense avec peu d'essais marqués et surtout beaucoup d'affrontements physiques où c'est très dur, où il y a peu de points qui sont marqués au cours de la partie. Mais ce jour-là, les deux équipes avaient décidé presque d'un commun accord que leur salut viendrait de leur ambition offensive, de leur volonté d'attaquer de tous les coins du terrain, de relancer tous les ballons, tous les turnovers, toutes les touches, bon avec plus ou moins de réussite, mais ce qui en fait un match assez unique en son genre. Pour le 15 de France, il s'agit de la plus lourde défaite concédée face à l'Angleterre, mais pour autant, à l'époque, je me rappelle que malgré la défaite, j'en garde pas forcément un mauvais souvenir, j'étais presque satisfait du match parce que j'avais eu l'impression d'avoir assisté à un match différent, comme je le dis, avec des moments assez marquants mine de rien. Il y a notamment le plaquage malheureux de Lowe sur Plisson, mais qui reste quand même en tête pendant longtemps. Il y a l'ascenseur émotionnel de l'essai accordé à Nakaitasi où on pense qu'il marque, finalement on pense qu'il a pas marqué, mais finalement il a marqué. Il y a la course exceptionnelle de Batty. Bref, à une époque où le rugby français était alors source de grande frustration et de grande déception, je trouve que ce match a quand même été une assez grande bouffée d'air.
Et puis je trouve aussi que d'en revoir les images, ça permet un petit peu de se rappeler du niveau qu'avaient certains joueurs à cette époque, et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Côté anglais, je pense à Youngs, qui fait un match incroyable, je pense à Noel, et aussi à Joseph. Et côté bleu, on peut en dire autant de Noah Nakaitasi, qui fut un véritable dynamiteur, et je pense que à ce match-là, il était au sommet de son art. Mais d'autres joueurs sont également à citer, je pense notamment à Alexandre Flancard, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable sous le maillot bleu, mais qui sur ce match-là était quand même dans tous les bons coups, et qui a été très présent à de nombreux moments clés du match. Je pense à Mermoz aussi, qui s'est affirmé en tant que patron au centre de l'attaque française, et aussi à Guirado, je me souvenais plus que ce talonneur pouvait jouer aussi bien, il termine quand même le match avec 2 passes décisives, et surtout, fait exceptionnel qui classe ce match au rang des rencontres historiques du rugby. Maestri fait 2 Chistera, bah ouais, pour moi, c'est anthologique. Et après cette partie, je me rappelle que j'avais vu une interview de Thierry Dussautoir qui disait que Paul O'Connell, donc le capitaine de l'Irlande à cette époque, pouvait bien lui payer une bière en contrepartie de ce match riche en émotions qui a débouché sur le sacre irlandais. Et je pense qu'il avait pas vraiment tort. 6 mois plus tard, en Coupe du Monde, Anglais et Français sortent de la compétition de manière décevante, l'Angleterre directement éliminée dès les poules et les Bleus écrasés en quart de finale face aux All Blacks, 2 échecs qui vont entacher la fin de mandat des sélectionneurs Stuart Lancaster et Philippe Saint-André. Depuis, les choses ont bien changé, les Français dominent le rugby mondial tandis que les Anglais, eux, sont encore en mutation, et j'ai hâte de voir comment ce crunch va se jouer en 2023. On a vraiment les moyens d'aller gagner à Twickenham, et ce serait un superbe message adressé à nos adversaires avant la Coupe du Monde. Merci de m'avoir regardé jusque là, si t'as aimé et que tu veux en voir plus, je t'invite vivement à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à m'écrire un petit commentaire sur ton ressenti par rapport à ce match et par rapport à ma vidéo. 2023 c'est aussi une année très importante pour moi et pour la chaîne parce que j'ai plein de projets dans la tête, j'ai plein de choses que j'ai envie de mettre en place. Mais ça je vais sûrement en parler dans une toute prochaine vidéo où je vais expliquer un petit peu mes projets pour l'année. Je rappelle aussi que HelloFresh soutient cette vidéo et qu'avec mon code promo tu as 85% de remise sur tes premières commandes. Alors n'hésite pas à foncer si tu veux manger plus sainement tout en te faisant plaisir. Merci pour tout, d'autres vidéos arrivent très vite, je te dis à la prochaine, bye l'Ovalie.